Donc effectivement, je travaille sur les planètes extrasolaires, donc les exoplanètes, mais plutôt en venant, on va dire, d'une expertise qui est sur les atmosphères du système solaire et sur les atmosphères et sur l'atmosphère de la Terre, et en allant plutôt vers les exoplanètes. D'autres sont plutôt astrophysiciens de formation, étudient plutôt les étoiles, et ceux-là sont ceux qui savent détecter les planètes. Donc il y a une grosse communauté des gens qui étudient ces planètes extrasolaires qui viennent plutôt de l'astrophysique pure et dure et des étoiles. Et il y a de plus en plus, maintenant qu'on arrive à obtenir des informations sur les caractéristiques physiques des planètes et de leurs atmosphères, bien sûr, il y a toute une communauté maintenant qui s'intéresse aux exoplanètes, comme on s'intéresse, bien sûr, avec moins de détails au jour d'aujourd'hui, mais comme on s'intéresse en planétologie comparée aux planètes du système solaire. Donc voilà, moi je suis né dans un univers où il y avait 9 planètes, c'est ensuite passé à 8 parce qu'on a réviser un peu le statut d'une des 9 planètes, donc de Pluton. Et aujourd'hui, on est dans un univers connu où le nombre de planètes il change tous les jours. Hein, et alors, on doit être à pas loin de 2000 exoplanètes confirmées. Et il y a 6000 candidats qui restent dans les tiroirs à confirmer. Et ces nombres grossissent tous les jours. Donc ça change de beaucoup, effectivement, la perspective qu'on peut avoir de notre place dans l'univers. Alors vous devez effectivement, ma première figure est un petit peu surprenante. C'était simplement pour remarquer que de plus en plus, les couvertures des grands journaux scientifiques, Science, Nature, commencent à prendre des petits airs des comics américains des années 40-50 sur les aspects sensationnels. On va dire qu'on a le thème de la science-fiction et la science dure qui commencent à se recouper un petit peu. Alors bien sûr, ça intéresse énormément les médias. Alors quand on travaille sur ces sujets-là, c'est extrêmement difficile, voilà, notamment sur les questions d'habitabilité, d'exobiologie, c'est-à-dire sur la question de la vie ailleurs. C'est vraiment des sujets sur lesquels il est extrêmement difficile de communiquer parce que ça s'emballe très 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 vite. Donc c'était aussi l'occasion pour moi aujourd'hui de préciser un petit peu ce qu'on entendait par planète habitable, qu'est-ce qu'on sait effectivement sur ces planètes, qu'est-ce qu'on ne sait pas, quelles sont les perspectives, et essayer de remettre un petit peu tout ça en contexte. Donc voilà, ça c'est une couverture du magazine Science qui date d'il y a 2 mois, un peu moins de 2 mois, et qui était l'annonce de la première exoplanète, on va dire tempérée, dans la zone habitable. On verra plus tard dans mon exposé ce dont il s'agit, qui a la même dimension que la Terre. Voilà, donc c'est pour la première fois qu'on trouve une planète qui a 2 caractéristiques similaires, qui partage 2 caractéristiques avec la Terre, qui sont la taille et globalement la température. Donc on a fait énormément de progrès depuis 1995 et la découverte d'une planète de la taille de Jupiter est à environ 2000 Kelvin. Donc on gagne en taille, on gagne en masse, on gagne en température. Voilà. Donc ce qui me semble passionnant, c'est que ces questions des planètes extrasolaires et éventuellement de leur habitabilité, ça touche à des questions qui remontent à la nuit des temps, qui remontent à l'Antiquité pour celles dont on a trace. Hein, et sur la question, ben voilà, quand on regarde un ciel étoilé par une belle nuit sans nuages, tous ces petits points, tous ces soleils, maintenant on sait qu'effectivement ce sont des soleils. À une époque, c'était juste une spéculation maligne, intelligente, mais ça restait une hypothèse, un postulat. Et généralement, ben, on va dire, le monde se divise en 2. Il y a des gens qui considèrent, alors il n'y a pas d'argument vraiment scientifique là-dedans, mais disons, il y a des gens qui partent du postulat. Et ça, c'est effectivement un des postulats importants de la science, c'est que les mêmes lois naturelles gouvernent l'ensemble de l'univers, que cet univers est constitué des mêmes éléments de base, mêmes éléments chimiques, mêmes lois. Et de ce genre de postulat, on peut aller vers le concept que toutes ces étoiles qu'on voit dans le ciel sont finalement des analogues à notre Soleil, que ces analogues à notre Soleil ont leur cortège de planètes comme le Soleil a son système solaire, et que si on extrapole ce raisonnement-là, ce qu'on trouve sur Terre ne doit rien avoir d'exceptionnel et on doit le trouver un peu partout. Donc il y a eu des moments dans l'histoire où des gens ont pensé que les mondes extrasolaires devaient ressembler aux nôtres et surtout devaient avoir une pluralité, un grand nombre de mondes habités. A l'inverse, il y a des gens qui postulent que notre monde est unique, en particulier par sa capacité à héberger la vie. Donc généralement, ça c'est aussi des concepts qui sont liés au penchant, à la théologie, au penchant religieux de chacun. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on se place aujourd'hui par rapport à ces 2 postulats. Et on va voir qu'en fait,
on se place maintenant dans un postulat un petit peu différent, forcément, un petit peu entre les deux, et ce qu'on peut en dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'exploration spatiale, l'exploration de notre système solaire, avant d'aller vers les planètes extrasolaires, finalement, elle a apporté des arguments aux deux partisans, aux partisans de ces deux concepts, de ces deux paradigmes. Alors, le premier, ça a été, on va dire, simplement par un effet de recul, en s'éloignant de la Terre, effectivement, de constater que, vu de loin, la Terre, ici le système Terre-Lune, vu d'une sonde spatiale lors de son voyage vers Mars, ici la Terre et la Lune, vu depuis une sonde de la NASA qui est allée étudier Mercure, qui s'appelle Messenger, effectivement, plus on s'en éloigne, et plus, effectivement, la Terre commence à ressembler à un de ces petits points qu'on voit dans le ciel, et plus il est facile, conceptuellement, de se dire, oui, bah, effectivement, on n'a rien de dissemblable, on n'a rien de particulier par rapport à tout ça. Et plus on s'éloigne, ben on finit quasiment par disparaître. Alors voilà une vision de la Terre vue depuis la sonde Cassini. Alors vous dites quoi? C'est pas la Terre, ça? Non, c'est bien la Terre, mais c'est ce petit point-là, la Terre, ici. Donc là, on est à bord de la sonde Cassini qui regarde lors d'une éclipse du Soleil par Saturne. Donc on est dans l'ombre de Saturne, on regarde en direction du Soleil, et quand on est au niveau de Saturne, on est 10 fois plus loin que quand on est sur l'orbite terrestre. Donc forcément, quand on regarde vers le Soleil, on regarde plus ou moins vers les autres planètes du système solaire, on regarde forcément vers la Terre, vers Mars, Vénus, et donc dans cette photo-là, on trouve tous ces objets-là. Alors je ne me souviens plus de tête lequel est celui-ci, parce qu'il y a aussi des satellites de Saturne, mais grosso modo, là-dedans, on a beaucoup de planètes du système solaire, des planètes qui sont internes à Saturne, et ici, si on fait un petit zoom, là, on a la Terre, et si on faisait un zoom, on voit que ce n'est pas exactement circulaire. Ça, c'est parce qu'il y a notre satellite qui vient s'ajouter à la Lune, qui vient s'ajouter à cette image-là. Donc effectivement, voilà, est-ce que ce petit point a quelque chose d'exceptionnel? Donc forcément, ce genre de perspective, ça nous fait un petit peu changer de point de vue. Alors là, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais simplement des images du système solaire vues par une sonde Voyager 1, donc qui date des années, on va dire, 80, 70, 80, 80, et qu'on peut considérer comme étant plus ou moins sortie du système solaire, et qui, se retournant, regarde d'où elle est partie. Alors on ne voit pas grand-chose sur cette image, mais vous avez le Soleil, et ici, vous avez quelque part par là un petit point, il faudrait zoomer. On a un petit point quelque part ici qui est la Terre, et un petit point ici qui est Vénus. Donc voilà, ce qu'on appelle la photo de famille. Donc effectivement, ça devient un petit peu plus facile de considérer que ces petits points dans le ciel n'ont rien de très différent à notre système à nous. Alors ceci dit, l'exploration du système solaire, elle nous a aussi révélé que dans le système solaire, la vie, s'il y en a, elle n'est pas évidente à trouver. C'est-à-dire qu'on a des planètes, par exemple, comme Vénus, qui sont très similaires à notre planète en termes de masse, en termes de masse et de rayon, mais qui pourtant est complètement dissemblable, avec température de plus de 450 degrés, de plus de 400 degrés Celsius à la surface, une atmosphère qui est presque autant un océan qu'une atmosphère, puisqu'on a une centaine de fois l'atmosphère terrestre en dioxyde de carbone. D'accord ? Donc c'est le genre de pression qu'on a au fond, assez profondément dans les océans. Mars, une planète qui est plus facile d'accès pour nous, plus facile de s'y poser, plus facile d'explorer, mais où jusqu'à présent on n'a vu ni vie ni trace de vie fossile. Et puis, aux confins du système solaire, voilà, des endroits stériles, froids ou très chauds, dénués pour certains de matière organique, donc où il n'y a même pas les briques du vivant. Pour d'autres, on trouve les briques du vivant, mais il n'y a pas d'eau, par exemple, il n'y a pas d'eau liquide, il fait trop froid, il fait trop chaud. Donc, à l'inverse, notre exploration du système solaire, elle nous a montré que, pluralité des mondes, peut-être à l'échelle des autres systèmes, en tout cas dans notre système, on occupe une place bien particulière, puisqu'on est la seule planète qui possède de l'eau liquide à sa surface et bien sûr qui possède la vie. Alors, ça ne veut pas dire que si on ne creuse pas, on ne va pas trouver des choses dans le sous-sol martien, par exemple dans le sous-sol d'un satellite de Jupiter qui s'appelle Europe, mais c'est de la spéculation. Pour l'instant, on pense qu'on peut trouver de l'eau liquide, donc peut-être aussi, pourquoi pas, des traces de vie ou des traces de vie très primitives, on n'en sait rien, mais c'est de la spéculation. En tout cas, le système solaire nous a offert une vision finalement assez désertique, assez stérile. Et ce qui est pour moi une leçon très, 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 très importante, c'est que la communauté, on va dire, avant de pouvoir envoyer des sondes sur ces autres planètes,
partait justement pour partie de ce postulat de la pluralité des mondes et du fait que la vie devait se produire à peu près partout. Donc on avait cette vision au XIXe siècle de Vénus, Mars, planète finalement très semblable à la Terre, avec des biosphères, avec de la vie, avec des forêts, avec des animaux, éventuellement avec des civilisations. Et ce qui est très intéressant, ça, pour nous qui voulons étudier les exoplanètes, c'est cette facilité, cette tendance qu'on a de se voir ailleurs, de voir la vie ailleurs, comme, on va dire comme première interprétation. Donc si on prend, en fait, j'aime bien montrer cette courbe, donc si on prend depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, on représente comme ça l'augmentation de notre capacité à pouvoir observer Mars, sa surface, son atmosphère, et ce que je vais appeler, entre guillemets, la biosphère martienne, parce qu'elle est inexistante d'après le savoir d'aujourd'hui, mais on partait de postulats où vous voyez, ça, ce sont des cartographies faites par Percival Lowell, un astronome qui était passionné dans l'observation de Mars et qui y voyait ces fameux canaux qui étaient, d'après lui, construits par une civilisation qui était là-bas. Ce qui est passionnant, c'est que petit à petit, notre capacité de voir Mars s'est améliorée. On a vu que ces canaux n'y étaient pas. Après, on a cru voir des traces de végétation. En s'améliorant, notre capacité d'observation a montré que non, il y avait juste des tempêtes de sable, par exemple, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'histoire de l'exploration de Mars est ponctuée comme ça de découvertes ou d'annonces de découvertes. On a trouvé de la vie, sous telle forme, et cette forme, cet indice devient de plus en plus ténu. Le dernier en date étant le méthane, la molécule de méthane, qu'on pensait avoir détectée par deux méthodes indépendantes, par une sonde qui s'appelle Mars Express, qui était en orbite autour de Mars, et puis depuis le sol, avec des télescopes à Hawaï. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, d'abord ça a été très discuté, et puis au jour d'aujourd'hui, on a un rover, un petit robot sur Mars, un gros robot sur Mars qui s'appelle Curiosity, qui est capable de mesurer les abondances de méthane et qui n'en voit pas du tout. Et donc même cette trace même de méthane a aujourd'hui disparu, donc on n'a plus aucun signe d'activité biologique, sachant que de toute façon, même s'il y avait du méthane, il y aurait plein de possibilités d'avoir du méthane dans l'atmosphère de Mars sans pour autant invoquer la présence de vie. Donc ce qui est très intéressant, c'est vraiment cette tendance qu'on a. Il faudra faire très attention quand les données vont devenir meilleures sur les exoplanètes, parce qu'elles auront beau devenir meilleures, elles seront quand même d'abord très mauvaises, et on aura probablement une grande tendance à vouloir voir la Terre, comme je vous l'ai montré au début dans mon premier slide. À chaque fois qu'on trouve une exoplanète, les visions d'artistes, généralement, c'est très très proche de la Terre. On a cette façon de voir la Terre ailleurs. Pour vous montrer à quel point il y avait quand même toute une communauté qui était fondamentalement persuadée que sur Mars se passaient des choses similaires à ce qu'on a sur Terre. Voilà un prix qui était proposé par l'Académie des sciences, je crois que c'était en 1905. Alors en fait, c'est un prix qui à la base proposé par Madame Guzman, la veuve de Pierre Guzman, et qui voulait donner un prix qui a été sponsorisé et médiatisé par l'Académie des sciences, un prix de 100 000 francs qui sera décerné à quiconque aura trouvé le moyen de communiquer avec un astre, donc une étoile ou une planète, autre que la planète Mars. Oui, Mars, finalement, c'est trop facile, on sait déjà, c'est pas intéressant. Pour vous dire quand même à quel point c'était vraiment ancré dans les esprits que sur Mars se passait quelque chose. Alors pour la petite histoire, ce prix qui était quand même devenu un peu embarrassant au cours des années, il a finalement été donné à l'équipe Apollo après l'alunissage, voilà, puisqu'il y avait eu envoi d'un signal vers la Lune et réponse. Donc voilà, le prix a été donné à la NASA pour la mission Apollo. Voilà. Donc, pour revenir donc au système solaire, donc son exploration ne nous a pas révélé qu'une origine indépendante de la Terre ou même de la vie sur d'autres planètes. Donc maintenant, la question, c'est on va essayer de voir ailleurs, dans d'autres systèmes planétaires. Alors, quand j'étais étudiant, il y a un article qui sortait pendant que j'étais à l'université, sur lequel j'avais fait un petit projet. J'avais trouvé ça absolument fascinant. C'est un article de Carl Sagan qui date de 1993. Il avait utilisé la sonde Galileo, qui est une sonde qui était partie de la Terre et qui est allée dans le système de Jupiter. Et pour ça, qui a eu un voyage assez complexe, avec des assistantes gravitationnelles par Vénus et à nouveau la Terre. Donc elle est partie de la Terre. Elle a fait un parcours comme ça avec il y a eu un flyby. Attendez que j'arrive à lire, il doit y avoir un flyby de Vénus et puis un autre de la Terre. Et lors d'un de ces flybys de la Terre, ils ont fait cette expérience un petit peu naïve, illustrative. Ils ont pointé les instruments vers la planète Terre en disant « Tiens, mais quelle est cette planète ?»
est-ce qu'il n'y aurait pas des traces de vie dedans? Et ils ont analysé les données qu'ils avaient à la recherche de traces de vie, dans une approche comme ça un petit peu naïve. C'était assez intéressant. Donc, ils en déduisaient qu'il y avait beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère, et en particulier en conjonction avec du méthane, et donc en déséquilibre thermodynamique extrême, donc quelque chose d'assez difficile à expliquer, donc une anomalie par rapport à la physico-chimie classique. Alors après aussi, ils ont pu détecter des signaux artificiels, aussi de pigments, donc les pigments chlorophylliens liés à la végétation. Voilà, donc ça c'était, je trouvais ça intéressant, mais bien entendu, chercher des signes de vie sur une planète, ça dépend beaucoup de à quelle distance vous êtes de cette planète. Parce que bon, le flyby de la Terre s'est passé à une grande proximité. Si vous êtes sur une orbite assez proche de la Terre, les signes de vie, même les signes de technologie sont évidents. Si vous êtes à observer la Terre depuis Mercure, par exemple, ces signes de vie vont être beaucoup plus durs à obtenir. Et dans le cas de systèmes exoplanétaires, on est même dans la problématique que notre planète, on n'arrive même pas à la résoudre. On n'arrive même pas, pour la plupart des cas, à la distinguer de son étoile. Donc ça pose quand même un problème. On ne peut pas se baser sur les mêmes arguments, probablement. Alors, ceci dit, ça, c'est quelque chose que je trouve, moi, personnellement extraordinaire, qui a fait d'ailleurs que je me suis intéressé à l'astronomie alors que je venais plutôt de la physique. C'est que si on compare, alors ce qu'on a ici, excusez-moi, l'image n'est pas très bien cadrée, ce qu'on a ici, ce sont des spectres. Donc, c'est le spectre de la lumière de 3 planètes, qui sont Mars, Vénus et la Terre. Alors, ici, l'unité arbitraire, c'est le flux de lumière, et ici, c'est la longueur d'onde, donc en microns. Donc là, on est à 1 micron, 10 microns. Donc ici, on est dans l'UV, ici, on est dans le visible, proche infrarouge, l'infrarouge thermique ici. Et donc, on a le spectre des planètes se distingue en 2 parties. Vous avez la partie ici, à gauche, plutôt vers le visible proche infrarouge, qui est la lumière réfléchie par les planètes. Et ensuite, ces planètes, elles ont leur température propre, et elles émettent à leur température de l'infrarouge. Voilà, qui pique typiquement pour la Terre vers 10 microns et pour Mars vers 15 microns. Et ce qu'il y a de fantastique donc, dans ces spectres, c'est que bon, bien sûr, ces spectres sont structurés par les signatures spectroscopiques des molécules qu'il y a dans ces atmosphères-là. Donc il y a par exemple des signatures qu'on va retrouver sur ces 3 planètes. On va retrouver la bande à 15 microns du CO2 dans le cas de la Terre, dans le cas de Vénus et dans le cas de Mars. Et la Terre va avoir une particularité. D'abord, on va trouver de nombreuses bandes de la vapeur d'eau dans son atmosphère. Et puis, on va trouver dans ces signatures moléculaires des constituants qui sont issus directement ou indirectement de la vie. Donc, c'est essentiellement l'oxygène moléculaire et l'ozone, un petit peu, mais c'est très dur à observer le méthane. Et donc ça, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas besoin de résolution, il n'y a pas besoin d'être près de la planète. Vous pouvez voir la planète d'aussi loin que vous voulez. À partir du moment où vous recevez des photons de cet objet et que vous en recevez suffisamment pour pouvoir les disperser avec un signal de bruit sur bruit correct, vous avez beau observer un point, vous pouvez voir ces signatures spectrales qui nous sont héritées du vivant. Et globalement, on pense que ces signatures on va dire, apparaissent dans le spectre de la Terre depuis un petit peu plus que 2 milliards d'années, à peu près pour la moitié de la vie de notre planète. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant de se dire que si quelque chose regarde la Terre à des distances astronomiques, il a la capacité par spectroscopie de voir qu'on est quand même sur une planète où dans l'atmosphère, il se passe des choses, pas surnaturelles, mais qu'une physiochimie très simple, par exemple, un modèle d'atmosphère, en prenant en compte le rayonnement de l'étoile, etc., ne parviendra pas à expliquer. Donc là, il y a une anomalie profonde. Nous, on sait que ça vient du vivant. Est-ce pour un observateur extérieur, est-ce que ce serait évident? Ça, c'est une autre question. Donc, problématique. Donc, on a cette potentialité. Enfin, la spectroscopie nous permet éventuellement d'étudier les exoplanètes, si on arrive à contourner cette très grande difficulté que la planète, elle est immergée dans la lumière de son étoile, qui est beaucoup plus brillante, puisque dans le visible, le Soleil, par exemple, est plus d'1 milliard de fois plus brillant que la Terre, 1 million de fois dans l'infrarouge. Et on a un problème de résolution pour séparer ces 2 composantes, l'étoile et l'étoile et sa planète. C'est que si vous observez un objet ponctuel avec un télescope qui a une taille finie, la diffraction va créer une tache. Et cette tache, on peut déterminer son diamètre. Ça va dépendre de la longueur d'onde lambda à laquelle vous faites vos observations. Ça va dépendre du diamètre du télescope. Et grosso modo, alors, si vous voulez observer la distance
Terre-Soleil à 10 parsecs. Donc par définition, ça fait 0,1 seconde d'arc, puisque la définition du parsec est cette unité qu'on aime bien en astrophysique, qui est justement la distance sous laquelle la distance Terre-Soleil est sous-tendue par un angle d'une seconde d'arc. Donc pour arriver à résoudre une unité astronomique à 10 parsecs, à 1 parsec, il n'y a pas d'étoile, donc il faut au moins aller jusqu'à 10 parsecs, il faut typiquement un télescope dont le diamètre approximativement peut être donné par la longueur d'onde en microns x 2. Donc si vous voulez observer à 10 microns, là où il y a l'arrêt de l'ozone, il vous faut un télescope de 20 mètres. Bon, à l'intérieur de 10 parsecs, il n'y a pas beaucoup d'étoiles, il y en a 300 si vous voulez voir plus loin. Donc ça va commencer à devenir problématique, puisque à 100 parsecs, il vous faudra un télescope de 50 mètres, c'est ça, je ne dis pas de bêtises? Donc ça, alors ce n'est pas perdu pour toutes les planètes. Il y a aujourd'hui, alors ici j'ai marqué 20, c'est plutôt 40 maintenant. Il y a aujourd'hui un certain nombre de planètes qui ont été imagées, de planètes extrasolaires qui ont été prises en photo, donc pour lesquelles on arrive à avoir cette fameuse résolution. Alors ça nécessite en fait, pour pouvoir faire ça, ça nécessite d'avoir des planètes qui sont loin de leur étoile, mais qui sont quand même suffisamment brillantes pour avoir un bon contraste entre la planète et l'étoile. Alors c'est un petit peu paradoxal, c'est un petit peu contradictoire d'avoir une planète qui est loin de son étoile et qui est quand même suffisamment brillante pour qu'on arrive à avoir assez de dynamique pour voir à la fois, sur l'image, voir à la fois l'étoile et sa planète. Donc ça, ces systèmes qui sont observés comme ça sont des systèmes qui viennent de se former et dans lesquels on va pouvoir voir les analogues à notre Jupiter et à notre Saturne, donc loin de leur étoile, qui viennent de se former quelques millions d'années et qui sont encore très chauds du fait de leur formation. Donc ils ne sont pas froids comme notre Jupiter et notre Saturne, ils sont très chauds et ils vont émettre dans le proche infrarouge à des températures qui sont de l'ordre de 2000 degrés. Donc ça, c'est un cas particulier où on peut faire cette observation. Donc là, vous avez par exemple ici un système où on voit 4 planètes. Donc c'est un système où il y a 4 planètes géantes autour d'une étoile. Donc en accumulant les observations sur plusieurs années, on va petit à petit voir leurs orbites se former sur le plan du ciel. Donc déjà, on réalise que ce sont des objets qui sont bien liés à l'étoile. Pour faire ça, il suffit d'observer le système, mettons, 6 mois après. Avec la parallaxe, si les planètes elles sont disparues, c'est que c'était des objets du fond du ciel, des galaxies, des quasars, que sais-je. Si elles sont toujours là, c'est que ce sont bien des objets liés. Si en plus, avec le mouvement propre de l'étoile sur le ciel, elles accompagnent l'étoile dans son mouvement propre, c'est qu'elles sont bien liées. Et puis finalement, après des années d'observation, le mouvement keplérien des planètes autour de l'étoile va se révéler, et là, on a une confirmation. Donc il y a environ une quarantaine de ces objets. Donc là, pour avoir une échelle des distances, voilà, ce petit trait fait 20 fois la distance Terre-Soleil. Donc ce sont des planètes qui sont plus lointaines que Saturne, Jupiter, Terre. Voilà, donc ça c'est une première chose. Voilà les limites de l'imagerie. Alors dans le futur, on aura d'autres, on espère faire des progrès, mais voilà aujourd'hui les limites de l'imagerie. Donc on n'est pas dans les planètes habitables, on est dans les planètes géantes, des grosses planètes, peu de temps après leur formation. Alors, je vous disais qu'à l'intérieur de 10 parsecs, il y a environ 300 étoiles. Alors ça me permet de revenir là-dessus pour simplement, si je ne sais pas si vous êtes très familier avec ça, mais quand on s'intéresse à la généricité du système solaire dans l'univers, à savoir est-ce que le système solaire est quelque chose de commun ou de assez rare dans le système solaire, la première question c'est déjà est-ce que le Soleil est un objet commun ou rare dans le système solaire? C'est bon. Donc ça dépend de comment on définit un Soleil, c'est-à-dire que les astrophysiciens, les astronomes ont des définitions assez arbitraires et bien à eux des étoiles. Donc nous, on donne une lettre aux étoiles. Alors le Soleil est une étoile de type G, et on va se contenter de ces 5 types d'étoiles, A, F, G, K, M. Alors il faut savoir que, donc, grosso modo, les étoiles G, elles font à 30% près la masse du Soleil. Les étoiles K, vous voyez, sont plus nombreuses. Alors les étoiles K, ce sont des étoiles qui vont faire environ, on va dire, entre 80% de la masse du Soleil et 60% de la masse du Soleil. On voit qu'il y en a déjà beaucoup. Et puis les étoiles M sont toutes celles qui sont moins massives, donc moins massives, mais aussi moins brillantes, plus petites, plus froides, et grosso modo qui vont d'à peu près 60% de la masse du Soleil jusqu'à 10% de la masse du Soleil. En dessous, on n'appelle plus ça des étoiles, on appelle ça des naines brunes. C'est des objets passionnants aussi, mais
Je ne les ai pas représentées ici. Et donc, bon, il y en a, vous voyez que c'est la très grande majorité des étoiles, hein, c'est typiquement, allez, 90% des étoiles dans la galaxie sont des étoiles qui font grosso modo moins de 60% la masse du Soleil. Et on verra que ces étoiles nous intéressent particulièrement par la suite, d'abord parce que c'est les plus nombreuses, et puis comme c'est les plus petites, les moins lumineuses, c'est souvent là que c'est le plus facile de détecter des petites planètes et des planètes froides. C'est là que le contraste est le meilleur. Après, on a aussi des étoiles qui sont plus massives que le Soleil, mais elles vont être plus massives, plus chaudes. Elles vont aussi vivre beaucoup moins de temps. Donc en fait, finalement, ces étoiles-là sont très éphémères. Pour les voir comme elles sont rares, il faut aller les chercher loin. Et elles sont finalement des cibles assez mineures dans la recherche des exoplanètes, simplement parce qu'elles ne sont pas très nombreuses et qu'elles sont statistiquement loin de nous. Et qu'en plus, elles sont très brillantes, donc ce n'est pas les objets les plus simples à étudier. Donc les deux méthodes qui, au jour d'aujourd'hui, donnent le plus de détection pour les exoplanètes, elles sont illustrées par cette animation. On voit les deux. D'abord, la première méthode, ça consiste à essayer de détecter le mouvement que fait l'étoile en réaction au mouvement orbital de la planète. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la planète orbite autour de l'étoile, mais l'étoile orbite aussi autour du centre de masse du système. Donc ce mouvement, on peut essayer de le détecter de deux façons. D'abord, on peut essayer de le voir vraiment en observant à plusieurs moments l'étoile et d'arriver à mesurer la position de l'étoile sur fond du ciel. Ça, on n'y est pas encore arrivé. Il y a un télescope spatial qui a été lancé récemment qui s'appelle Gaia, qui peut-être arrivera à le faire. Mais par contre, il y a quelque chose, il y a une grandeur qu'on est très très fort à mesurer, c'est la vitesse. On fait ça par spectroscopie à haute résolution en utilisant le principe de l'effet Doppler. Donc sur la ligne de visée de l'observateur, ces mouvements de va-et-vient que fait l'étoile en réaction à la présence d'une planète, on peut en mesurer les accélérations. Et donc on peut, si on mesure la vitesse d'une étoile au cours du temps, la vitesse radiale d'une étoile, si elle a des modulations liées à la présence de planètes, on peut les détecter. Et l'autre technique, elle nécessite d'avoir un petit peu de chance, c'est d'avoir la chance d'être dans le plan orbital de la planète, auquel cas la planète va passer devant le disque de son étoile à chaque période orbitale, et toutes les périodes orbitales, on va voir une petite baisse de luminosité de l'étoile, qu'on appelle un transit, et qui va avoir une forme dans la courbe de lumière bien particulière, et une profondeur qui va simplement être liée au rapport des surfaces entre la planète et l'étoile. Alors je vous ai dit qu'il fallait un petit peu de chance. Par exemple, si vous cherchez en observant exactement des soleils, des étoiles comme le Soleil. Si vous cherchez les planètes comme la Terre, et supposons par exemple que tous les soleils, c'est idiot, mais supposons que tous les soleils possèdent exactement une réplique de la Terre, mais qu'elles sont orientées n'importe comment dans l'espace, aléatoirement. Il faudrait que vous en observiez 200 pour en voir une. Et bien sûr, il faudrait que vous l'observiez tout le temps pour pouvoir voir chaque année un transit. Vous avez toutes les chances de le rater si vous n'observez pas continuellement. Donc pour pouvoir faire ce genre de détection, d'abord, ce n'est pas vraiment des planètes comme la Terre qu'on recherche, c'est plutôt des planètes plus proches de leur étoile, donc avec des périodes orbitales plus courtes. Et pour faire ça, on va observer énormément d'étoiles. C'est-à-dire on va observer des centaines de milliers, des millions. Et ça, c'est par exemple ce qu'a fait la mission française franco-européenne COROT, et c'est ce que a fait et continue à faire de façon un petit peu handicapée, on va dire, la mission spatiale américaine Kepler. Donc voilà essentiellement les deux méthodes résumées ici. Alors je vais simplement vous montrer un petit peu le bestiaire des exoplanètes tel qu'on le connaît au jour d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce diagramme? Donc ici, en ordonnée, sur une échelle logarithmique, on a la masse de la planète. Donc ici, on part de la masse de la Terre jusqu'à 1000 fois la masse de la Terre. Et ici, généralement, dans ce type de diagramme, on met la distance orbitale ou la période. Moi, puisqu'on s'intéresse à des choses comme l'habitabilité aujourd'hui, j'ai retranscrit ça en température. C'est-à-dire que connaissant la distance d'une planète à son étoile, la luminosité de l'étoile, je peux traduire ça approximativement en une température. Donc là, la température augmente quand on se rapproche de l'isthme. Donc imaginons qu'on ait la distance par là. Donc ici, on serait à 1000 Kelvin. Ici, on est à 100 Kelvin. Donc la Terre, sur ce diagramme, serait ici. Voilà. Alors tous ces points, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors déjà, les points noirs, ce sont ici les planètes qui ont été trouvées par transit. En plus, donc toutes les planètes qui sont représentées ici ont été trouvées par cette méthode de la vitesse radiale, qui par spectroscopie à haute résolution permet de voir le mouvement de l'étoile. Donc on a besoin de ça pour connaître la masse de l'étoile. Celles qui sont en noir ont aussi été détectées par transit. Donc là, les deux méthodes ont donné une détection. Les autres ont été détectées que par la méthode des vitesses radiales. La couleur du point ici
nous indique l'excentricité. Donc les points qui sont, on va dire, entre vert clair et bleu sont des orbites circulaires ou quasi-circulaires. Les points qui tirent vers l'orange, le jaune, le rouge sont des planètes qui ont des fortes excentricités. Les points qui sont rouges ici ont des excentricités qui sont de 0,6, 0,7, 0,8 jusqu'à 0,9. Donc dans le système solaire, les seuls objets qui ont telles excentricités sont les comètes. Mais on trouve autour d'autres étoiles des planètes géantes de la masse de Jupiter qui se trouvent sur des orbites totalement elliptiques, c'est-à-dire qui ont des mouvements comme ça, extrêmement étirés. Donc ça, c'est une autre information qu'il y a sur ce graphe. Et la taille du cercle qui représente la planète est liée au rayon de l'étoile. Donc on peut le mettre de côté. Donc ces 4 points ici, ce n'est pas des points dans le diagramme, c'est la référence pour voir que voilà, ici, c'est une étoile qui fait 0,2 fois le rayon du Soleil, et ici, 6 fois le rayon du Soleil. Donc il y a beaucoup d'informations dans ce diagramme-là. Et on a rajouté sur ce diagramme la Terre et Jupiter pour un petit peu replacer les choses pour pouvoir comparer avec le système solaire. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est que Jupiter et la Terre, on va dire, ils sont en bordure de cette population, c'est-à-dire que la Terre, on est encore loin de pouvoir la détecter, à part autour d'un autre type d'étoile, on verra après. Jupiter, on commence à pouvoir le détecter. Ce qui est difficile avec Jupiter, c'est surtout que sa période est longue. Donc c'est sur quelque chose qui fait à peu près 10 ans de période. Vous imaginez le nombre d'années d'observation qu'il faut pour bien caractériser le mouvement orbital d'une planète comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si tous les systèmes exoplanétaires étaient comme le système solaire, au jour d'aujourd'hui, on en aurait zéro à vous montrer. À part peut-être quelques-uns comme ceux que je vous ai montrés avant, juste après leur formation, on aurait peut-être observé un Jupiter ou un Saturne comme ça en train de se former. Mais si les systèmes exoplanétaires étaient tous comme le système solaire, au jour d'aujourd'hui, on n'en aurait aucun à vous montrer parce qu'on n'aurait pas pu les détecter. Donc si on est capable aujourd'hui de détecter des exoplanètes, c'est parce qu'il en existe des très différentes de celles qu'on a dans le système solaire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a 20 ans, on ne mettait pas beaucoup de billes dans les exoplanètes parce que notre étalon, notre base de réflexion, c'était le système solaire, et on se disait, si les calculs étaient simples, on n'arrivera jamais à détecter des planètes autour d'autres étoiles, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, je dirais même, la majorité des systèmes exoplanétaires sont différents du nôtre. Alors, on peut faire quelques gros paquets dans cette population de planètes. Il y a les planètes les plus faciles à trouver, comme 51 Peg, la première qui a été détectée, qui sont ici, vous voyez, avec des masses de l'ordre de celles de Jupiter, et qui sont à des températures de l'ordre de 1000 degrés, donc généralement avec des périodes orbitales de l'ordre de quelques jours, entre 1 et 10 jours. Donc là, il y a un gros paquet d'objets qu'on appelle les Jupiter chauds, et ça a été les plus faciles à trouver, quelle que soit la technique. Donc des gros machins qui orbitent très proche de leur étoile, qui font des effets très forts, des transits très profonds, et c'était facile à voir. Et ça, c'est complètement un biais observationnel parce que de toutes les populations d'exoplanètes qu'on voit ici, ce sont les plus rares. Alors on est capable aujourd'hui de mettre des abondances, des fréquences sur les exoplanètes. Donc les Jupiter chauds, typiquement, c'est à peu près 1% des étoiles, une étoile sur 100, qui possède un Jupiter chaud. Pourtant, c'est ceux-là qu'on a trouvés en premier, alors qu'en fait, ils sont assez rares. On a ici une population d'objets qui sont en fait les analogues de Jupiter. Alors les analogues de Jupiter, donc on a une espèce de vide ici, entre les Jupiter chauds et à peu près, on va dire, une fraction d'unité astronomique, et puis à peu près au niveau d'une unité astronomique, vers des températures de l'ordre de température de la Terre, on commence à trouver un certain nombre de planètes géantes, d'analogues de Jupiter, de Saturne, et qui sont leurs fréquences. Alors c'est une limite inférieure, parce que, bien sûr, on va commencer à explorer les objets plus froids, mais on peut dire au jour d'aujourd'hui qu'il y a probablement, de l'ordre de plus de 15% des étoiles qui ont des planètes géantes, et probablement moins que 30%. Donc c'est plus fréquent que les Jupiter chauds, les analogues de Jupiter. Ce n'est pas la norme, toutes les étoiles de loin n'en ont pas, à peu près 30% des étoiles en ont. Et là, ça a été une des grandes révélations, c'est qu'on a une population qui, en termes de masse, n'a pas d'équivalent dans le système solaire. Donc on a une grande quantité d'objets. Pour l'instant, on voit ceux qui sont les plus proches de leur étoile, donc on voit des objets chauds, mais qui ont des masses qui font quelques fois la masse de la Terre, jusqu'à peu près la masse de Neptune-Uranus. Uranus-Neptune, c'est environ 15 fois la masse de la Terre. Dans le système solaire, il n'y a pas de planète dont la masse soit comprise entre la masse de la Terre et la masse d'Uranus-Neptune, environ 15 fois la masse de la Terre. Donc il y a un vide comme ça qu'on
On se pensait très très fort à expliquer avant d'avoir ces données-là. On avait plein de théories pour dire oui, il ne peut pas y avoir de planète, il y a un gap. Hein, à un moment donné, il y a l'accrétion de gaz et de planétésimaux s'emballe, et on va soit faire une petite planète, et puis au-delà d'une espèce de taille critique, on va faire un énorme truc qui va être Uranus, Neptune, voire Jupiter, Saturne. Et en fait, il y a un vrai continuum de planètes, et il y a cette population donc, qui n'a pas d'intermédiaire et qu'on ne sait pas trop comment appeler. Alors on les appelle des super-Terres, parce qu'elles sont plus massives ou plus grosses en rayon que la Terre. On pourrait les appeler des mini-Neptunes. Et on commence tout juste à avoir des informations pour savoir, justement, j'en parlerai un petit peu, est-ce que ce sont plutôt des super-Terres, des grosses planètes telluriques, ou des petites planètes géantes comme Uranus, Neptune. Voilà, donc ça c'est un premier panorama. Et alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça, quelle est la fraction des étoiles qui possèdent ce genre de planètes, ces super-Terres ou ces mini-Neptunes? Eh bien c'est la majorité. Malgré nos capacités très limitées à trouver des systèmes, notamment des systèmes froids, des systèmes à grande période orbitale, la majorité des étoiles, plus de 50%, ont ces super-Terres qui en plus souvent viennent par groupe. C'est vraiment quand on en trouve une, il y en a plusieurs dans le système. Alors ça, c'est pour les planètes confirmées. Je peux mettre là-dessus les candidats encore à confirmer de la mission spatiale Kepler. Alors ici, l'indicateur de couleur change. Donc on a toujours la température. Alors ici, au lieu d'avoir la masse, on a le rayon. Donc ici, on a un rayon terrestre. Et ici, à peu près à 11 fois, on a le rayon de Jupiter. Ici, la couleur, c'est une indication de la température de l'étoile. Donc globalement, quand vous êtes dans le vert, c'est une étoile de type solaire. Et à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude en astronomie, les planètes froides ici sont montrées en bleu et les planètes chaudes sont montrées en jaune ou rouge. D'habitude, on fait l'inverse, mais ce n'est pas grave. Donc j'ai voulu faire ça parce que je trouvais ça intéressant de montrer que quand on va vers des petites planètes et des petites planètes froides, on voit alors que partout ailleurs, ces techniques-là sont biaisées, piquent vers les étoiles de type solaire, on voit que quand on veut aller chercher des petites planètes tempérées comme la Terre, on sait le faire au jour d'aujourd'hui, surtout autour des petites étoiles froides. Et si vous voulez trouver au contraire des planètes très chaudes et très grosses, c'est plutôt autour d'étoiles très brillantes. Voilà, donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Et alors, si vous vous souvenez, dans le diagramme précédent, voilà, la base de mon diagramme, c'était une masse terrestre. Si je me mets en rayon, vous voyez qu'il faut que je rehausse mon échelle parce qu'on a toute une population de planètes qui sont plus petites que la Terre autour d'autres étoiles. On est capable maintenant de voir des planètes plus petites que la Terre autour d'autres étoiles, grosso modo jusqu'à à peu près la taille de Mars. Alors, comme je vous l'ai dit, ces planètes, un peu comme dans le système solaire, elles viennent par paquets, elles viennent par groupe. Hein, c'est rare de trouver une étoile qui n'a qu'une planète. Généralement, c'est parce qu'on n'est pas capable de trouver les autres, parce qu'elles sont plus difficiles à trouver. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un astronome, Daniel Fabrici, de Chicago, qui s'est amusé à représenter sur une animation les systèmes multiplanétaires trouvés par le télescope spatial Kepler. Alors, le code de couleur ici, c'est que la première planète est rouge. Donc, il n'y a que les systèmes multiplanétaires ici. Donc, il n'y a jamais une planète rouge toute seule. La deuxième est jaune. La troisième est verte. Quand il y en a une quatrième, elle est bleu clair. Quand il y en a une cinquième, elle est bleu foncé. Quand il y en a une sixième, elle est mauve comme ça. Et ça, c'était en 2012. Maintenant, je n'arriverai pas, si je voulais tous les représenter sur une figure, vous n'y verriez rien. Donc voilà, on n'est plus dans un univers où il y a un seul système planétaire. Il y a beaucoup de systèmes planétaires. En plus, ces systèmes planétaires multiples, ils ont une propriété qui est formidable, c'est que quand vous n'avez qu'une planète qui transite, quand vous n'avez qu'une planète détectée, il y a différentes configurations astronomiques qui peuvent vous faire croire qu'il y a une planète, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Vous pouvez avoir une binaire à éclipse très loin derrière, vous pouvez avoir différentes configurations. Quand vous avez un système multitransit, où il y a plusieurs planètes qui transitent, premièrement, c'est beaucoup plus rare, ces configurations qui pourraient vous faire croire qu'il y a là un système planétaire, donc c'est beaucoup plus facile de les confirmer. Et deuxièmement, comme beaucoup de ces systèmes, à nouveau, de façon très différente du système solaire, sont souvent très compacts, on va voir un exemple après, c'est-à-dire que les planètes sont très proches les unes des autres, on peut commencer à voir des différences dans la périodicité, des écarts à la périodicité des transits qui sont liés au fait que les orbites ne sont pas strictement des orbites keplériennes, périodiques, mais on commence à voir les interactions des planètes entre elles. De la même façon que dans le système solaire, on a déduit la présence de Neptune par ses perturbations sur Uranus, on peut voir ces perturbations entre planètes dans les données qu'on a sur les systèmes exoplanétaires, ce qui nous permet d'abord de confirmer que ce sont bien des planètes, et ce qui nous permet parfois aussi de les peser et de déterminer leur masse. Et parfois aussi de mettre en évidence des planètes qui sont dans le système, mais qu'on n'arrive pas à voir, parce que par exemple, elles ne transitent pas dans ce cas-là. Alors ce qui était fantastique, c'est quand même de trouver, on ne s'attendait pas du tout à trouver des systèmes multiplanétaires autour d'autres étoiles. Pourquoi ?
Parce qu'on a beau avoir cette vision, par exemple, du système solaire qui est assez coplanaire, en fait, il y a des inclinaisons mutuelles entre les planètes. Et si vous vous éloignez du système solaire et vous regardez le système solaire à peu près par la tranche et que vous avez la chance de voir un transit planétaire, par exemple celui de la Terre, la probabilité que vous puissiez voir aussi les transits de Mars ou de Vénus ou de Jupiter, elle est très faible. Si vous avez un peu de chance, vous arriverez à en attraper 2, à être dans une configuration où vous pourrez voir un transit de la Terre tous les ans, par exemple, et un transit de Jupiter tous les 11 ans, mettons, mais c'est très rare. Là, on a par exemple, avec ce système Kepler 11, on a 6 planètes qui transitent. Donc c'est un système absolument coplanaire, voilà, et pourtant très compact, c'est-à-dire avec quand même des planètes qui sont très proches les unes des autres. Alors, à l'échelle ici, vous ne voyez sûrement pas très bien, c'est tout petit. Vous avez le Soleil, Mercure et Vénus, et vous avez ici, dans ce système, 6 planètes qui font aller facilement 10 fois la masse de la Terre chacune. Donc vous avez un système comme ça extrêmement compact, et alors ici, on voit très bien dans ce système-là les interactions entre planètes, ce qui permet de déterminer les masses de ce système-là. Donc ça, c'est assez phénoménal. Alors, dans les choses exotiques prédites par les auteurs de science-fiction, mais aujourd'hui observées, ce sont les planètes circumbinaires, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'une étoile binaire. Donc on a plusieurs types. Alors on a des planètes qui orbitent dans des systèmes binaires. Alors la configuration qu'on trouve couramment, c'est que vous avez une étoile avec sa planète, et puis plus loin, vous avez d'autres étoiles qui en fait sont liées gravitationnellement à la première. Vous avez un système double ou triple. Bon, des systèmes assez distants, mais vous avez aussi le cas où vous avez un système binaire avec 2 étoiles très proches l'une de l'autre et une planète un petit peu plus loin qui orbite autour de l'ensemble. C'est le cas par exemple de Kepler 16b ici. Alors, je vous ai dit donc qu'il y avait 2 techniques pour, il y en a plus, mais les 2 principales pour détecter les exoplanètes, c'était cette méthode des vitesses radiales et cette méthode des transits. Ce qui est intéressant, c'est quand on a les 2, ça devient vraiment intéressant parce que, alors ce qu'on voit ici, bon, c'est pour cette planète, Gliese 436b. Donc c'est un objet qui a des similitudes avec Uranus-Neptune, donc en tout cas qui est un peu plus massif que Uranus et Neptune. Et donc ça, c'est la courbe de vitesse radiale de l'étoile. Donc ça, ce sont les variations de vitesse, radiale de l'étoile. Et ça, c'est la courbe de transit, c'est-à-dire c'est la baisse de luminosité qu'on a à chaque orbite. Donc la connaissance des 2, donc ça donne le rayon, et ça donne la masse, ça permet de placer la planète sur un diagramme masse-rayon. Donc ici, on a le logarithme de la masse et le rayon, et de comparer à ce qu'on aurait comme densité, comme relation masse-rayon, pour différentes compositions. Donc par exemple, on peut comparer à la Terre serait ici, voilà, ici la Terre se trouve là, sur une courbe qu'on obtiendrait pour une planète rocheuse, dans les mêmes abondances des éléments chimiques qu'à la Terre. Si on avait une planète en fer, elle serait là. Si on avait une planète faite que d'eau, elle serait ici. Et après, on peut rajouter une enveloppe de gaz, d'hydrogène et d'hélium. Donc ici, pour avoir les Uranus et Neptune, il faut faire un mélange de roches, de glace, et d'hydrogène et d'hélium. Et voilà, Jupiter, c'est essentiellement de l'hydrogène et d'hélium. Et on peut comparer à ce que prédit la théorie. Alors, une des premières choses étonnantes qui a été trouvée, c'est que les Jupiters chauds sont moins denses que ce que prédit la théorie. Donc ça, c'est une des grandes questions. Ils sont enflés, ils sont à masse donnée, ils sont plus gros que ce que prédit la théorie. Et on a beau la tirer dans tous les sens, la théorie a atteint ses limites. On n'arrive pas à expliquer comment les Jupiters chauds, on a beau prendre en compte l'éclairement très violent de l'étoile, on a des points ici qui sont bien au-dessus de cette limite, qui est le maximum que les théories d'aujourd'hui sont capables de prédire. Donc ça, c'est passionnant, notamment pour les objets vers les faibles masses. Donc on est capable un petit peu de dire des choses, d'exclure en tout cas au moins des compositions. Donc là, ce qui sont représentés ici, ce sont des planètes. Les planètes dont le rayon, donc c'est des planètes qui ont été observées à la fois en transit et en vitesse radiale, donc on connaît le rayon et la masse, et qui font moins de 4 fois le rayon de la Terre, et grosso modo 100 fois la masse de la Terre. Donc ici, les petites étoiles, donc ça doit être Vénus et la Terre. Ici, on a Neptune, Uranus probablement. Et le reste, ce sont des exoplanètes. Et donc ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que, par exemple, à masse donnée, à peu près à masse donnée, on peut avoir quasiment un facteur 2 en rayon. Et à rayon donné, on peut avoir des pareils, on peut avoir à peu près un facteur 2, parce qu'ici c'est linéaire, ici c'est en log. À rayon donné, on peut avoir un facteur 2
en masse. Donc ça veut dire qu'il y a de tout. Il n'y a pas un scénario qui émerge, il ne va pas y avoir une façon de former des planètes de masse donnée ou de rayon donné, il va y avoir plusieurs scénarios, plusieurs façons de faire des planètes, plusieurs voies possibles. Alors si vous avez écouté la presse depuis hier, on parle beaucoup d'une planète qu'on appelle une mégaterre. Alors j'ai lu aussi la Terre Godzilla, j'ai lu plusieurs choses, donc elle est ici, c'est ce point-là, donc c'est une planète qui fait 17 fois la masse de la Terre, les barres d'erreur sont assez petites, 17 fois la masse de la Terre, et 2,3 rayons de la Terre. Alors pourquoi c'est alors elle n'est pas toute seule, hein, ils l'ont un peu occulté, les auteurs et la presse, il y en avait une autre ici, bon, qui a des barres d'erreur un peu moins bonnes. Alors pourquoi c'est étonnant? C'est parce que dans les données qui émergent jusqu'à présent, on a l'impression qu'on peut distinguer deux populations, globalement les planètes qui font moins de 1,5 fois le rayon de la Terre et qui sont généralement compatibles avec une composition rocheuse, donc cette courbe marron ici. Alors ici, on aurait une planète en fer, ici une planète en eau. Alors je pense que l'épaisseur de ça, c'est lié aux incertitudes sur les équations d'état de l'eau et du fer. On peut aussi avoir des mélanges. Une planète, elle n'est pas faite que de roches, de fer et d'eau, donc c'est un petit peu dégénéré, c'est-à-dire qu'on a, pour une masse rayon donné, on peut avoir plusieurs compositions possibles, mais au moins on peut en exclure. Et typiquement, vers à peu près 1,5 fois le rayon de la Terre, on a plutôt, pour les planètes plus petites, des planètes rocheuses, et au-dessus, on commence à trouver des planètes avec des enveloppes de gaz, des enveloppes d'hydrogène et d'hélium. C'est généralement vers 1,5 fois le rayon de la Terre. Donc celle-ci, elle est assez exceptionnelle. Donc vous voyez, globalement, les planètes qui sont sous cette courbe-là, à peu près, mais on les trouve jusqu'à 10 masses terrestres, et puis à peu près jusqu'à 1,7. Voilà, si on s'arrête là, c'est 1,5 masse terrestre. Et après, généralement, elles sont plutôt gazeuses, etc. Alors, il y a des exceptions. La première, c'est cette mégaterre là, qui fait un machin de 17 fois la masse de la Terre, qui colle très bien avec une composition terrestre, donc une énorme Terre, éventuellement. Et puis, on a aussi, alors ce système, il est assez bizarre, c'est ce fameux système que je vous ai montré tout à l'heure, Kepler 11, où il y avait 6 planètes qui transitaient un système. On arrive à contraindre très précisément leur masse. Pardon, pas très précisément, parce que c'est des plus grosses barres d'erreur ici, mais on arrive à contraindre leur masse grâce aux interactions qu'on a, aux perturbations des planètes entre elles. Et si ce travail est correct, il a été fait indépendamment par plusieurs équipes qui convergent vers les mêmes choses. Bon, c'est de la mécanique céleste, c'est de la gravitation, normalement ça marche assez bien. Mais on est quand même face à un problème, c'est qu'on a des petites planètes qui ont des densités très faibles et qui seraient, imaginez, un truc qui fait 2-3 fois la masse de la Terre et dont la moitié de la masse, ou un tiers de la masse, serait de l'hydrogène et de l'hélium. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est que des petites planètes peuvent avoir accrété pas mal d'hydrogène et d'hélium de leur nébuleuse protoplanétaire. Donc on a des choses. Donc la chose à retenir de ça, même s'il n'y a pas encore beaucoup de planètes là-dedans, elles sont dures à étudier, c'est vraiment une très grande diversité. Alors bien sûr, en termes de type stellaire, toutes les étoiles de tous les types ont des planètes et on l'observe. En termes de température, on observe des planètes à toute distance, donc à toute température. On a une grande diversité de rayons et de masses, et aussi de relations masse-rayon, donc de composition. On a des planètes excentriques et des planètes circulaires, et on suppose qu'on va avoir aussi une grande diversité de modes de rotation de ces planètes. Pas forcément pour ces objets, parce que c'est des objets très proches de leur étoile, donc je dirais, leur rotation est contrainte par les effets de marée. Mais pour les autres, on devrait avoir des choses intéressantes. J'essaie d'avancer un peu plus, parce que je ne suis pas encore arrivé aux atmosphères, donc c'était quand même un petit peu l'idée. Donc les atmosphères, justement, j'y viens. Donc quand on a une planète qui transite, comme celle-ci, qui est HD 189-733, un Jupiter chaud, alors ici observé dans l'infrarouge à 8 microns. Alors cette observation est très belle. Ils ont observé l'étoile, donc l'étoile et sa planète, mais on ne voit pas la planète, à part par ses effets de transit et d'éclipse. Ils l'ont observée pendant toute une période orbitale. Donc ce qu'on voit ici, c'est la luminosité de l'étoile plus de la planète. Ici, boum, la planète passe devant, et là on verra après, boum, la planète passe derrière. Donc là, c'est l'émission de la planète qu'on perd quand la planète passe derrière. Donc ici, il y a une éclipse partielle de l'étoile, et ici, il y a une éclipse totale de la planète. Donc la baisse ici de luminosité est de l'ordre de 2%. Alors, donc on a simplement une planète qui passe devant son étoile et qui fait donc diminuer le flux qu'on reçoit de l'étoile. Et pour un Jupiter, un objet de la taille de Jupiter, c'est environ 1%. Alors si on avait un objet non gazeux, rocheux, sphérique, avec une surface, cette profondeur de transit, elle serait indépendante de la longueur d'onde à laquelle on observe. C'est-à-dire qu'on soit dans l'UV, dans le visible ou dans l'infrarouge, on aurait la même variation. Maintenant, si autour de cette étoile, de cette planète, pardon, je mets une enveloppe de gaz,
qui va avoir constitué de différentes molécules, elle va être plus ou moins transparente selon que je regarde à telle longueur d'onde, dans le visible, dans l'infrarouge ou non. Donc en fait, là, je ne vais plus avoir une valeur constante, mais je vais avoir en fait une profondeur de transit, une espèce de rayon apparent de la planète qui va dépendre de la longueur d'onde où je regarde. Si je regarde par exemple à une longueur d'onde où l'atmosphère est très absorbante, je vais avoir l'impression que la planète est un peu plus grosse qu'à une longueur d'onde où elle est plus transparente. Et donc on va avoir une structuration on va avoir une espèce de spectre de rayons apparents qui va être dépendant de la composition atmosphérique. Donc ça a été fait pour des molécules la première fois en 2007, c'était une étude à laquelle j'ai eu la chance de participer, où en fait on pouvait voir la signature de l'absorption de la vapeur d'eau dans ce Jupiter chaud ici. Alors au début c'était très grossier, et puis maintenant il y a de plus en plus d'observations. Donc globalement, l'essentiel de cette structure du spectre, donc ce qu'on voit ici c'est l'absorption en pourcentage, donc c'est des toutes petites variations, puisque ici on est à 2,34% et ici 2,48%. Donc il faut être capable de détecter ça. Donc typiquement, il faut avoir une dynamique de l'ordre de 10 000, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire la différence entre 10 000 et 10 001 en photométrie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc ça, c'était la première détection d'une molécule. Avant, on avait pu détecter des atomes, et là, c'était la première fois, c'était pour la vapeur d'eau. Alors ça, c'est pour un Jupiter chaud. Les variations qu'on attendrait liées à l'atmosphère d'une Terre qui passerait devant un Soleil seraient 300 fois plus faibles, et on ne les verrait pas du tout sur ce diagramme-là. Mais on peut le faire pour les Jupiters chauds. Quand la planète passe derrière, du coup, la variation de flux donne l'émission de la planète, la réflexion si jamais on est dans l'optique, l'émission si on est dans l'infrarouge. Et donc on peut très bien mesurer cette profondeur à différentes longueurs d'onde. Ça, c'était fait avec le télescope spatial Spitzer, de 3,6 microns jusqu'à 24 microns. Et on peut ensuite du coup faire un spectre, ici la longueur d'onde et l'émission, et on peut aussi voir des signatures de la composition atmosphérique, notamment ici de la vapeur d'eau. Alors une autre chose qui est très belle, c'est qu'en fait, au cours de son mouvement orbital, on va voir la planète sous différentes phases. Donc quand elle va transiter devant l'étoile, elle va nous montrer son côté nuit, donc son côté peu éclairé, et quand elle va passer derrière l'étoile, juste avant son éclipse, elle va montrer son côté jour. Donc en fait, on va avoir ici de façon un petit peu exagérée ce genre de courbe de lumière, et en fait, ces variations de lumière ici, alors d'abord, si c'est dans le visible, il n'y a pas trop grand-chose à en apprendre, hein. Ça c'est simplement la phase de la planète qu'on voit. Une première chose qu'on a pu en apprendre récemment, c'est que cette courbe qui normalement est symétrique, pour certaines exoplanètes, elle est asymétrique. Et en fait, ça c'est simplement qu'il y a plus de nuages, mettons, à l'est qu'à l'ouest sur cette planète. Et ça, on le comprend assez bien. C'est parce que sur ces planètes-là, il y a une telle irradiation de la planète qu'en fait, il y a une circulation atmosphérique très violente. L'atmosphère est ce qu'on appelle en superrotation. Elle tourne très très vite. Et en fait, un des côtés, donc quand vous avez la planète qui passe devant l'étoile, vous avez un limbe de l'atmosphère qui correspond à du gaz qui vient du côté nuit et qui arrive dans le côté jour. Et de l'autre côté, c'est du gaz qui vient de passer quelques jours, quelques heures du côté jour et qui passe du côté nuit. Et donc en fait, le gaz qui sort du côté nuit, lui, il est chargé en nuages. Alors, ce n'est pas forcément des nuages d'eau, ça peut être des nuages de silicate, de fer, des choses comme ça, des choses un peu exotiques. Et ces nuages se dissipent du côté jour et disparaissent, et finissent par disparaître. Donc, ça donne des courbes asymétriques comme ça. Alors ça, c'est dans le visible. C'est pour moi, beaucoup plus intéressant dans l'infrarouge, puisque là, ce qu'on voit, c'est la température. Donc, en fait, ça, je reprends la courbe qu'on avait tout à l'heure et je zoome ici. Donc, en fait, vous voyez que la planète émet un flux plus important juste avant de disparaître derrière l'étoile, au moment où elle nous montre son côté jour, que quand elle nous présente son côté nuit. Et ça, c'est une mesure de la différence de température qu'on a entre le jour et la nuit sur ces planètes-là. Donc sur ces planètes-là, on est capable de mesurer la différence de température qu'il y a entre le jour et la nuit. Alors là, c'est une différence énorme, hein, ça fait plusieurs centaines de degrés, parce que c'est des objets très chauds, donc qui se refroidissent aussi très vite. Donc j'ouvre juste une petite parenthèse que je vais fermer assez vite, parce que ce n'était pas typiquement le sujet de mon exposé aujourd'hui. C'est juste pour vous dire le genre de choses qu'on fait dans mon équipe. Parce que les planètes habitables, c'est quelque chose de passionnant, mais du point de vue des observations, on verra plus tard que la caractérisation des atmosphères de planètes habitables, ce n'est pas pour demain. Donc aujourd'hui, on travaille sur les atmosphères qu'on est capable d'observer aujourd'hui, donc essentiellement les Jupiters chauds. Donc on fait des modélisations justement de ces atmosphères, de la température dans ces atmosphères. Donc ici, vous avez la température, donc ici c'est la longitude
et la pression. Donc, grosso modo, vous êtes dans l'atmosphère profonde et ici la haute atmosphère. Et là, vous avez la longitude. Donc ici, vous avez le côté jour qui est très chaud, le côté nuit qui est plus froid. Et là, vous avez la circulation. Donc ici, on a la latitude, donc depuis le pôle ici, pardon, depuis l'équateur jusque vers les pôles. Et on a le vent zonal, donc ces vents très très violents qui font que l'atmosphère circule comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on couple tout ça à des modèles chimiques pour voir justement comment... alors on suppose que l'atmosphère a la même composition que l'étoile. C'est ce qu'on pense pour les planètes gazeuses, hein, elles se sont faites du même matériel. Et donc ça nous permet de prédire des compositions chimiques, ici la vapeur d'eau, ici le dioxyde de carbone, et de faire des spectres théoriques. Alors c'est la nouveauté de ce genre d'études, c'est qu'on a montré qu'a priori le spectre ici et le spectre là ne seront pas les mêmes, justement, à cause de ces différences de température et de ces effets de circulation et de chimie. Je referme la parenthèse, c'était pour vous dire, voilà, c'est plus ça que je fais au quotidien que de travailler sur les planètes habitables, parce que voilà, ce sera plutôt la génération suivante qui fera ce genre de choses pour des planètes qui ressembleront un petit peu plus à la Terre. Alors j'ai déjà beaucoup parlé, j'en arrive que maintenant à la fameuse zone habitable, à la question de l'habitabilité. Donc je vais quand même essayer de vous dire des choses sympathiques dessus. Vous ne m'avez pas dit, au fait, la durée de l'exposé? C'est de l'ordre d'1 heure? D'accord. Bon. Donc la zone habitable, la première chose que je dois dire, c'est qu'elle est extrêmement mal nommée. C'est un problème qu'on a notamment dans notre communication avec le grand public, avec les médias. On n'aurait jamais dû l'appeler comme ça, mais bon, c'est fait, c'est historique, ça a son poids. Le problème, bien sûr, c'est que habitable, ça a un sens en langage commun, ça veut dire là où on peut habiter, là où je peux habiter. Or, ce n'est pas du tout le sens que les scientifiques qui ont pour la première fois étudié ces choses-là, qui étaient des physiciens, ils ont mis ce terme-là, ils ont donné ce terme-là, ce nom-là, mais en fait, on va voir exactement ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on appelle une planète habitable, c'est une planète qui possède de l'eau liquide stable en surface. Alors, ça peut être des océans, des mers, peu importe. Et là, le seul exemplaire qu'on connaisse de façon certaine, c'est la Terre. La zone habitable, c'est une région circumstellaire, donc une région autour de l'étoile, définie par une borne interne et une borne externe, où l'on peut trouver une planète habitable, c'est-à-dire où il n'est pas interdit de trouver de l'eau liquide en surface. Et l'eau liquide en surface, ça donne des conditions en température et en pression. Donc il faut que la température soit entre 273 Kelvin, donc le point triple de l'eau, 0 degrés Celsius, et 647 Kelvin. Et la pression, il faut qu'elle soit entre la pression du point triple, 6 millibars, et 220 bars, qui est au-delà duquel on n'a plus de liquide. Et ce qu'on appelle une planète potentiellement habitable, ou une planète dans la zone habitable, c'est simplement une planète tellurique. Alors ça aussi, ce serait à discuter, c'est-à-dire a priori sans enveloppe massive de gaz, qui est plutôt rocheuse, et qui appartient à cette fameuse zone habitable. Et là, il y a plusieurs exemplaires qui sont connus au jour d'aujourd'hui. Alors je reviendrai sur 3 d'entre elles, qui sont Kepler 186f, Gliese 667cc et Gliese 580d. Elles ont des noms horribles, ces exoplanètes. Mais bon. Alors le problème avec ce nom, c'est surtout que, bon, une planète, on le comprend bien, une planète dans la zone habitable peut ne pas être habitable. Mars, par exemple, on le verra, est dans la zone habitable du Soleil, mais simplement, c'est une planète géologiquement morte qui ne recycle plus son atmosphère, qui ne produit plus d'atmosphère, et c'est une planète apparemment avec très peu d'eau. Enfin, on pourrait aussi imaginer une planète qui est dans la zone habitable mais qui n'a pas d'eau, ou on pourrait avoir une planète qui est dans la zone habitable et qui a cette enveloppe massive de gaz qui fait que les pressions ne sont pas compatibles avec la présence de liquide. Et l'autre problème, c'est qu'on pourrait à l'inverse avoir une planète qui n'est pas dans cette zone-là. C'est le cas par exemple de Europe dans le système solaire, qui est beaucoup plus loin, qui est au niveau de l'orbite de Jupiter, et dont on pense qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide dans la subsurface. Alors globalement, on verra un petit peu plus loin pourquoi finalement elle est intéressante cette zone habitable. Mais déjà, elle est mal nommée et j'aimerais bien qu'on arrive à trouver un nom différent. Donc elle est définie comment? Alors au départ, c'est quelque chose qui a surtout été étudié pour le système solaire et pour comprendre globalement de combien on pourrait bouger la Terre vers le Soleil, dans un sens ou dans l'autre, tout en conservant de l'eau liquide, des océans et un climat, on va dire, typique terrestre. Alors cette zone habitable, elle se distingue en 2 parties. Il y a une première partie, la zone habitable interne, à laquelle on n'appartient pas, qui est la zone habitable où la vapeur d'eau, l'eau, se suffit elle-même. C'est-à-dire que l'eau étant un gaz à effet de serre, et l'eau, à une certaine température, vous avez un équilibre entre l'eau liquide et une certaine pression atmosphérique. Si vous prenez une boule d'eau
et que vous la mettez à une certaine distance, ben, vous allez arriver à un état d'équilibre où la pression et la température sont compatibles avec le liquide, et vous allez avoir une atmosphère de vapeur d'eau. Mais nous, on est trop loin pour ça, et si on n'avait que de l'eau, on serait gelé. On a besoin d'un autre agent chauffant, un autre gaz à effet de serre, qui dans notre cas est le dioxyde de carbone. J'y reviendrai après. Alors ça permet de définir le bord interne de la zone habitable, qui est une limite physique assez bien déterminée, où voilà, tout s'évapore. Alors cette zone, elle est en fait très très étroite, puisqu'on va voir ici, voilà un papier récent des gens du laboratoire de météorologie dynamique, qui est juste à côté d'ici à Jussieu, et qui ont fait une simulation du climat de la Terre en augmentant la luminosité solaire, en augmentant l'insolation, pour voir à quel moment les choses s'emballent. Les choses s'emballent très très vite. Bon, regardez surtout la figure au-dessus. Donc ce qu'on a, c'est une carte de la Terre avec la température de surface, selon cette échelle-là, qui va de 210 à 360 Kelvin. Donc ça, c'est une modélisation pour les conditions actuelles. Et si on bougeait la Terre de 5%, on aurait, vous voyez, sur les continents, typiquement 350, 330 Kelvin. Et en fait, au-delà de cette distance, si on se rapproche encore plus, le phénomène s'emballe complètement. Pourquoi? Parce que l'eau, la vapeur d'eau étant un gaz à effet de serre, au bout d'un moment, l'évaporation produit de l'effet de serre, donc augmente la température de surface, qui produit plus d'évaporation, qui met plus d'eau dans l'atmosphère, qui produit plus d'effet de serre, et ça s'emballe. Donc passer une certaine limite, qui est environ à 0,95 AU, on ne peut plus, a priori, avoir de liquide. Ça, c'est pour la limite interne. Pour la limite externe, la question, c'est où est-ce qu'on peut aller tout en gardant un océan liquide qui ne soit pas gelé. Alors autrefois, on se disait, ben, oui, mais si on prend la Terre et qu'on la déplace un petit peu, ben, elle va geler, et en gelant, elle va se recouvrir de glace, donc elle va réfléchir encore plus de lumière vers l'espace, donc elle va se refroidir encore plus. C'est un phénomène irréversible. Voilà, on est à la bonne place. On est à la bonne place, et si on nous bouge un tout petit peu vers l'extérieur, on gèlerait. Alors ça, on sait que ce n'est pas vrai. Et on le sait, pourquoi? Parce que la luminosité du Soleil, elle a varié au cours de son histoire. Le Soleil s'est formé avec une luminosité qui était que environ 75% de la luminosité d'aujourd'hui. Et donc, il y a 3-4 milliards d'années, c'est comme si on était au jour d'aujourd'hui plus loin. On recevait moins de lumière. Pourtant, la Terre n'était pas gelée, elle était même, pour l'essentiel de son histoire, plus chaude qu'aujourd'hui. Donc ça, c'était déjà un premier problème qu'on a appelé le paradoxe du Soleil jeune. Et en plus de ça, on sait que plusieurs fois dans l'histoire de la Terre, il y a eu des glaciations jusqu'à l'équateur de la Terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle des glaciations globales, des terres boules de neige. Et ça, comment on en est sorti? Ce qui a permis à la Terre de rester habitable alors que la luminosité du Soleil changeait et alors qu'elle est passée par des phases de glaciation globale, c'est ce cycle des carbonates, ce cycle du carbone inorganique, qui peut se décrire ainsi. Le dioxyde de carbone est émis par le volcanisme dans l'atmosphère. Il ne fait que passer dans l'atmosphère, il se dissout dans les océans, dans l'eau, et là, il va former des roches, les carbonates. Carbonates de calcium, de magnésium, de fer. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, on est en train d'enrichir par notre activité l'atmosphère en dioxyde de carbone. Il ne faut pas compter sur ce cycle-là pour nous sortir de ce pétrin-là, parce que les échelles de temps sont très longues, elles sont de l'ordre de 100 000 ans. Donc nous, on fait ça beaucoup plus vite. Pour ce qui est de l'évolution sur des ères, sur des durées plus longues, qu'est-ce qui se passe si, du coup, par une expérience de pensée, je baisse la lumière du Soleil ou je mets la Terre un peu plus loin, mais elle va geler. Elle va geler comme ça s'est déjà produit dans son histoire. Elle va geler, et dans ce cas-là, ce cycle est rompu, puisque le CO2 ne peut que s'accumuler, il ne va plus former de carbonate, et donc il va augmenter dans l'atmosphère, et comme c'est un gaz à effet de serre, la température va augmenter, et grosso modo, en environ 1 million d'années, on va avoir à peu près une atmosphère de CO2, c'est-à-dire à peu près la même. Aujourd'hui, le CO2 est un gaz trace, à peu près c'est 3-10-4 en abondance. Là, en 1 million d'années, on peut avoir à peu près une atmosphère de CO2, donc un effet de serre très violent. Donc à un moment donné, dans cette accumulation, l'eau va redevenir liquide, et on va retrouver ce cycle-là, mais pour une composition atmosphérique différente, avec plus de CO2. Donc ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. Inversement, si pour une raison ou une autre, il y a
grosse quantité de CO2 qui est émise dans l'atmosphère, donc il va faire très chaud, ça va d'abord augmenter la rapidité des réactions chimiques qui forment les carbonates, ça va augmenter les précipitations, donc l'apport de l'érosion des continents, l'apport de calcium, magnésium, fer, et donc ça va stimuler la formation des carbonates. Et on va avoir aussi une autre rétroaction qui va thermostater le climat de la Terre. Donc on peut déterminer, ça, grosso modo, on peut voir jusqu'à quelle distance du Soleil le CO2 peut permettre de garder des conditions. Voilà, ça ne marche pas à l'infini. Si vous mettez la Terre à la distance de Jupiter, vous aurez beau mettre autant de dioxyde de carbone que vous voulez dans l'atmosphère, vous n'arriverez pas à avoir ça. Donc c'est ça la bord externe de la zone habitable. Et ce qui est assez fascinant, c'est que donc, grosso modo, alors les dernières estimations le mettraient plutôt plus proche de Mars, ici ce bord externe, mais peu importe. On est au jour d'aujourd'hui avec la Terre qui est à l'intérieur, Mars qui est dedans mais qui n'est pas habitable parce qu'il n'y a pas ce cycle justement des carbonates. Planète plus petite qui s'est refroidie plus tôt. Mais voilà, il y a 4 milliards d'années, on était dans cette situation-là où Mars était encore plus froide, mais Vénus était peut-être à l'intérieur de la zone habitable lors de ses premiers temps, avec éventuellement des océans d'eau liquide, et la Terre y était dedans. Et ce qu'il y a, c'est que Mars avait beau être plus froide, elle était quand même à l'intérieur de la zone habitable, et par contre, il y a 4 milliards d'années, c'était une planète active, éventuellement avec un climat plus chaud. On n'en est pas certain au jour d'aujourd'hui, mais je trouve ça assez fascinant d'imaginer que potentiellement, peu après la formation du système solaire, il y avait 3 planètes habitables dans ce système-là, dont 2 ont eu des évolutions qui sont différentes de celles de la Terre, celle-là qui s'est refroidie très vite et qui est devenue morte géologiquement, et celle-là qui a basculé du mauvais côté de ce bord interne de la zone habitable et qui a vu ses océans vaporisés, dissociés par le rayonnement UV, perdus dans l'espace, et une atmosphère brisant le cycle des carbonates. Le CO2 n'a pu faire que s'accumuler dans l'atmosphère jusqu'à faire une atmosphère de 100 bars de CO2. Donc on comprend assez bien cette dichotomie au jour d'aujourd'hui. Et bien sûr, dans le futur, avec l'augmentation de la luminosité solaire, la Terre va finalement subir à un moment donné le même sort que Vénus, sauf si bien sûr nos technologies nous permettent de faire un grand parasol, par exemple, sur la Terre. Donc on est capable de déterminer plus ou moins précisément les bords internes et externes de cette zone habitable, et ce pour différents types d'étoiles. Donc pour le Soleil, voilà cette fameuse zone habitable dans laquelle on peut bouger la Terre et lui garder par des expériences de pensée, et lui garder ses propriétés actuelles. Et on peut le faire pour différents types d'étoiles. Voilà, alors ça ne dépend pas uniquement de la luminosité de l'étoile, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre à l'échelle simplement de la luminosité, parce que la couleur de l'étoile va jouer beaucoup dans l'interaction entre le rayonnement de l'étoile et l'atmosphère, puisque, grosso modo, ici le Soleil émet dans le visible. Dans le visible, l'atmosphère est assez transparente. Une étoile M, par exemple rouge, va émettre surtout dans l'infrarouge, où l'atmosphère absorbe énormément. Donc ça va donner des choses un petit peu différentes. Bon, je vais passer, comme j'ai été très bavard, et je vais passer sur certaines choses, juste pour vous dire que je vous ai dit au début que les étoiles M étaient les plus abondantes dans la galaxie, donc elles sont intéressantes. Ce sont aussi autour de ces étoiles qu'on est capable au jour d'aujourd'hui de détecter des planètes telluriques dans la zone habitable. C'est le cas de ce système, la Gliese 581, où la planète D est potentiellement à l'intérieur. Simplement, on a un problème avec ce type de système qui nous a obligés à développer, par analogie avec les modèles climatiques terrestres, donc avec des collègues, toujours les mêmes du laboratoire de météorologie dynamique à Jussieu, le groupe de François Forget, des modèles 3D d'atmosphère extrêmement sophistiqués, car on est obligé de considérer des effets 3D pour ces atmosphères, pour ces planètes-là, parce qu'en fait, quand on est dans la zone habitable d'une étoile M, on est sujet à des forces de marée extrêmement fortes. Et alors, déjà, la première chose, c'est que cette planète-là, elle est excentrique. Donc, elle est excentrique, donc ça fait qu'en fait, on va avoir une variation de l'insolation au cours de l'orbite. C'était une première chose qu'il fallait étudier. Et ensuite, on a des effets de marée très forts qui peuvent en fait faire évoluer la rotation de la planète de sorte à la synchroniser avec son mouvement orbital. Et elle va présenter toujours la même face à son étoile. C'est le cas, par exemple, de la Lune par rapport à la Terre. Alors, pour les planètes excentriques, elles peuvent être bloquées, piégées dans des résonances spin-orbite, comme c'est le cas de Mercure. On peut avoir un certain nombre de configurations, mais donc des configurations très différentes de celles de la Terre.
En plus, ces forces de marée, elles ont tendance à éroder, à annuler l'obliquité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de saison et les pôles ne reçoivent plus de lumière parce qu'ils sont en insolation rasante. Je ne sais pas si vous savez, mais les endroits les plus froids du système solaire sont sur Mercure. Ce sont les pôles de Mercure, les cratères au niveau des pôles de Mercure qui ne reçoivent jamais de lumière parce que justement l'obliquité a été complètement annulée. Donc une des grandes questions qu'on peut avoir, c'est que si on est, en rotation synchrone, est-ce qu'on ne va pas perdre toute l'atmosphère sur un côté nuit qui est froid? Est-ce que toute l'eau ne va pas aller former une banquise là-bas et on va perdre l'eau sur la partie éclairée? Inversement, quand on n'a plus d'obliquité, est-ce qu'on ne va pas perdre justement toute l'eau sur ces pièges froids qui vont capter par condensation l'eau et ne jamais les rendre aux autres parties de l'atmosphère, avec aussi un piège comme ça au niveau des pôles. Donc il a fallu faire ces simulations donc, qui ont été faites pour Gliss 581. Donc on a ici une carte latitude-longitude avec des températures de surface. Donc ça a été obtenu pour une atmosphère avec 10 fois la pression atmosphérique de dioxyde de carbone, donc une atmosphère très différente de celle de la Terre, mais on pense que c'est ce qui adviendrait de la Terre si on la mettait dans de telles configurations. Il y a beaucoup plus de réservoirs que ça de CO2 sur Terre. Il y a plusieurs centaines de barres de CO2 en réserve dans le manteau terrestre. Donc si on n'a pas le cycle des carbonates, s'il est bloqué, le CO2 va s'accumuler. Donc ce n'est pas une hypothèse extravagante. Et donc on a regardé ça pour différentes rotations, et notamment le cas tidal lock, le cas qui présente toujours la même face à l'étoile. Et dans ce cas-là, avec 10 barres de CO2, on arrive malgré tout à réchauffer par la circulation atmosphérique les parties qui ne reçoivent jamais de lumière. Donc en fait, cette couleur bleue, ça correspond à peu près à quelques degrés au-dessus de zéro. Donc on peut avoir de l'eau liquide du côté nuit, même si la chaleur est déposée dans le côté jour et ensuite transportée par la circulation atmosphérique. Ça, on ne pouvait pas le faire avec des modèles où on considérait juste une espèce de colonne atmosphérique moyenne. Donc Kepler 186, moi j'ai trouvé au départ que c'était un système surtout fascinant parce qu'il a 5 planètes qui transitent. Donc déjà, c'est un peu comme le système que je vous ai présenté, Kepler 11. Avoir un système tant coplanaire qu'on est capable de voir passer devant le disque de l'étoile 5 planètes, à leur périodicité chacune. Mais la chose supplémentaire, dans le cas de Kepler 11, on avait des planètes dont certaines étaient beaucoup plus grosses que la Terre. Là, on a 5 planètes qui ont la taille de la Terre. À 10% près, toutes les 5, alors il y en a sûrement d'autres dans le système, mais toutes les 5 ont la taille de la Terre. Et la planète la plus externe, la F, se trouve justement dans cette fameuse zone habitable. Alors voilà ici une comparaison. On a le système solaire avec la zone habitable du système solaire où la Terre est juste au bord interne. Voilà Mars. On a Gliss 580, le cas que je vous ai montré avant, où on a une planète qui est dans le bord externe. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut dire dans le cas de Gliss 580, c'est que la masse de cette planète est quand même importante. C'est probablement entre 6,5 et 8 fois la masse de la Terre. Donc il n'est pas impossible que, malgré les simulations qu'on fait où on suppose une atmosphère très terrestre, qu'on ait en fait ici une enveloppe de gaz, d'hydrogène et d'hélium, qu'on ait plutôt un mini-Neptune qu'une planète terrestre. Dans le cas de Kepler 186f, eh bien, le fait qu'elle ait un rayon terrestre, on sait là de façon à peu près certaine qu'on est dans le régime des planètes telluriques. Là, une atmosphère d'hydrogène ne serait pas liée à la planète. Donc c'est un petit peu la première planète bien dans la zone habitable de dimension terrestre et qui soit une planète tellurique. Alors ici, simplement sur ce diagramme, on a exploré justement les pressions atmosphériques et les compositions atmosphériques qu'il faudrait pour avoir une température qui est indiquée ici au-dessus du point triple de l'eau. Donc il faut être au-dessus, donc il faut être dans ce domaine-là. Et donc ici, c'est la pression de dioxyde de carbone qu'il faut. Alors ça, c'est pour différentes hypothèses sur la quantité d'azote qu'il y a dans l'atmosphère. Donc le cas en pointillé ici, c'est le cas terrestre où on a 1 bar d'azote, mais on a ici le cas où on a ici aucun azote dans l'atmosphère, et là où on a 10 bars. Alors l'azote, ce n'est pas un gaz à effet de serre en soi, mais en rajoutant de la pression, il participe à l'effet de serre du CO2. Il participe à l'élargissement des raies spectrales du CO2 et il fait que le CO2 absorbe sur une plus grande gamme spectrale, donc il renforce l'effet de serre indirectement du CO2. Et on voit que donc, selon l'hypothèse, donc si on a plein d'azote, il suffit d'avoir à peu près 30 millibars de CO2, ce qu'on pense qu'on avait sur la Terre primitive par exemple. Si on n'a pas d'azote, il faut environ 6 bars de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Sachant que quand on casse le cycle des carbonates silicates, dans le cas de Vénus, on est à 100 bars de CO2. Voilà, donc
Bon, je vais m'arrêter là. Je vais simplement mettre un transparent de conclusion. Voilà, pour vous dire que j'en dirai rien, c'est juste pour conclure, c'est que dans cette dichotomie pluralité des mondes ou terre unique, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est surtout qu'il y a une grande diversité et que dans cette diversité, il est possible que le système solaire soit particulier, mais comme tous les autres systèmes, tous sont différents, il y a à peu près tout qui existe. Et ça, bien sûr, ça semble évident, mais peut-être que c'est une vision un petit peu nouvelle des mondes extrasolaires. Voilà, je m'arrête là. J'ai deux questions différentes. La première, vous avez parlé de plusieurs systèmes planétaires. Alors, en référence au Soleil, qui a un plan d'écliptique, qu'est-ce qu'on sait sur le fait que les planètes peuvent tourner dans un même plan ou plusieurs dans des plans différents ou même dans l'espace complètement? Ça, c'est ma première question. Oui. Alors ça, on le sait surtout via des simulations numériques. Et je vous ai dit au début qu'il y avait des planètes extrasolaires qui avaient de fortes excentricités. Oui. Alors ça, on le comprend au jour d'aujourd'hui par des perturbations assez violentes, des instabilités gravitationnelles dans les systèmes qui font qu'à un moment donné, deux planètes géantes, par exemple, vont faire une rencontre proche. Et donc là, on s'attend à ce que les systèmes présentent des excentricités et des inclinaisons mutuelles qui peuvent être très importantes. On appelle ça des systèmes chauds ou excités. Et à l'opposé, il y a des systèmes où on va avoir surtout des orbites circulaires et des orbites coplanaires, très coplanaires, avec peu d'inclinaisons mutuelles. Le système solaire, il est un peu intermédiaire. On pense qu'il y a eu, dans le passé lointain, une instabilité, une interaction assez forte entre Jupiter et Saturne, qui serait à l'origine des cratères qu'on a sur la Lune, de ce qu'on a appelé le bombardement tardif, qui a donné, on va dire, des inclinaisons mutuelles et des excentricités modérées aux planètes du système. Donc on serait dans un cas un petit peu intermédiaire, et on pense que oui, on peut avoir des grandes inclinaisons mutuelles dans certains systèmes. Merci. Et la deuxième question, c'est à quelle distance de nous se trouve Kepler 186f ou des planètes habitables, entre guillemets? Oui, ça c'est une bonne question. Alors, c'est le côté très frustrant des étoiles qui sont surveillées par Kepler. C'est que, comme je vous ai dit, il faut être chanceux pour voir une planète en transit. Il faut observer beaucoup d'étoiles. Et donc, Kepler va observer un champ d'étoiles très dense. Et par définition, comme les étoiles proches sont assez rares, elles sont réparties sur tout le ciel, il observe essentiellement des étoiles très lointaines. Et Kepler 186 fait partie de ces étoiles. Enfin, quand je dis très lointaines, celui qui s'intéresse à la galaxie, aux objets extragalactiques, va trouver que c'est notre voisinage, mais c'est quand même, on va dire, on est à plusieurs centaines d'années-lumière, plusieurs centaines de parsecs. Donc dans le cas de Kepler 186f, je crois que c'est 500 années-lumière. Donc c'est des étoiles, dans ce cas-là, qui sont un petit peu lointaines pour envisager de la caractérisation spectroscopique à 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Par contre, Gliss 581, par exemple, ce système qui, lui, n'a pas été détecté par transit, mais par vitesse radiale, celui-là, c'est vraiment la porte à côté. Là, on est à 20 années-lumière. Donc on est vraiment dans ce petit cercle de voisins, où là, on peut tout à fait envisager que ça constituera une cible intéressante pour des observations futures. Donc on a les deux extrêmes, en fait, dans ces trois exemples. Tout à fait au début, vous avez dit qu'il y aurait pu y avoir la vie sur la Terre il y a 2 milliards d'années. C'est bien ça que vous avez dit. Je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit qu'on sait, par différents traceurs chimiques, géochimiques, que la Terre a commencé à avoir une atmosphère riche en oxygène il y a un petit peu plus de 2 milliards d'années, et on interprète ça comme une conséquence du développement de la photosynthèse oxygénique sur Terre. Par contre, la vie préexiste à cette phase-là depuis bien avant. En fait, la vie n'a pas besoin d'oxygène. L'oxygène a d'abord été une pollution sur Terre. Un grand drame écologique, ça a été l'accumulation de l'oxygène. Donc nous, on s'en sert très bien, on l'utilise. Mais la vie primordiale sur Terre ne vivait pas dans un milieu riche en oxygène. Et ça, par contre, dater les plus anciennes traces de vie terrestre, on peut le faire. On doit remonter jusqu'à 3,5 milliards d'années. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la vie avant, parce que l'horizon devient difficile. On n'a quasiment pas de roches de ces époques-là, et ces roches sont très mal préservées. Donc ce n'est pas l'absence de signature, ne peut pas forcément dire l'absence de vie. La vie a pu exister très tôt sur Terre.
Oui, on a bien compris que ce secteur des détections de planètes extrasolaires est en pleine explosion. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qui va se passer dans un proche avenir? Combien de planètes vont être détectées? Qu'est-ce qu'on va détecter sur elles? Et avec quel instrument? Est-ce qu'il y a des nouveaux télescopes au sol ou dans l'espace qui vont permettre d'autres recherches qui n'ont pas été faites jusqu'à présent? Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui vont être faites, avec quand même, je pense, un gros gap qui va être dur à passer pour pouvoir aller vers la spectroscopie, l'étude, l'analyse des atmosphères de ces petites planètes froides. Ça, pour l'instant, je dirais que dans l'horizon actuel des agences, cette instrumentation-là, on ne la voit pas encore. C'est-à-dire que ça, il faudra probablement être patient. Par contre, sur la détection des planètes, alors sur la détection directe, il y a un projet qui s'appelle SPHERE, qui va commencer cette année sur le VLT, qui va permettre de détecter de plus en plus de ces planètes par détection directe, par imagerie, donc essentiellement ces planètes géantes venant de naître. Donc on va en trouver beaucoup plus. Ça, c'est une chose. Donc Kepler, la mission Kepler, qui a plus de 6000 candidats, elle est endommagée. Elle a perdu la capacité de pointer correctement vers les étoiles. Donc elle va être dans un mode d'utilisation qu'on appelle K2 et qui va observer des cibles sur l'écliptique et ne va pas les suivre en continu. Voilà. Et donc là, notamment, je participe à un projet, donc on a déterminé un certain nombre de cibles. On aimerait chercher des planètes en transit autour de naines brunes. Donc voilà, c'est un peu un dada d'imaginer que peuvent être les planètes autour de ces étoiles qui n'en sont pas et dont la luminosité ne fait que baisser au cours de l'histoire, et où la fameuse zone habitable, si on s'autorise à la considérer, est vraiment au ras de cet objet, et on serait dans des conditions très exotiques. Donc il y a K2. Après, l'Agence spatiale européenne, donc il y a 3 missions similaires à Kepler, on va dire, qui sont prévues. Une par la NASA qui s'appelle TESS, pareil, qui va chercher les transits sur tout le ciel, et en particulier autour des étoiles M, l'idée étant d'essayer de fournir au prochain grand télescope spatial qui s'appelle le télescope spatial James Webb, des cibles pour faire la caractérisation des atmosphères. Alors le grand débat, c'est est-ce que dans ces cibles, il y aura des planètes habitables qu'on pourra étudier avec le télescope spatial James Webb? Moi, mon point de vue, c'est que non, je ne pense pas. Donc il y a TESS, il y a Plateau, qui va être un équivalent donc par l'Agence spatiale européenne, un équivalent de Kepler, mais pareil, qui va observer des étoiles sur tout le ciel de façon à se focaliser sur les étoiles les plus brillantes, parce que ce sont autour de ces étoiles-là qu'on fait ensuite la meilleure caractérisation de la masse par vitesse radiale, éventuellement la spectroscopie. Donc la grande leçon, c'est de dire, OK, maintenant on va se concentrer non pas sur des étoiles trop lointaines et trop peu brillantes, comme Kepler 186, on va travailler sur des étoiles proches. Il y a une troisième mission spatiale qui s'appelle Cheops, qui va arriver très vite. Et là, l'idée, c'est d'aller vers des systèmes où on sait qu'il y a des planètes, grâce à la méthode des vitesses radiales, pour voir s'il n'y en a pas quelques-unes qui transitent. C'est-à-dire, au lieu de partir du transit et ensuite vérifier s'il y a une planète par vitesse radiale, on va partir des vitesses radiales pour voir s'il y a une planète qui transite. Voilà. Et puis, dans les années 2020, il y aura le télescope géant de l'ESO, donc le LT, qui fera 40 mètres et qui sera au Chili, et où on pourra faire des choses, tout ce que je vous ai montré, mais poussé un petit peu d'un certain facteur, notamment en détection de planètes, mais aussi en caractérisation des atmosphères. Certains croient que le LT, pensent que le LT pourra faire des caractérisations de planètes habitables. À nouveau, je pense que ce sera assez marginal, mais peut-être sur certains objets. J'ai 2 questions. La première, parmi les étoiles proches que l'on peut le mieux observer, est-ce qu'il y en a dont on peut dire aujourd'hui qu'elles n'ont pas de planète, ou alors minuscules, mais qu'elles n'ont pas de planète de type, de la dimension de la Terre On peut jamais complètement l'exclure. On peut l'exclure dans un diagramme. Je m'explique. Si par exemple on observe Alpha du Centaure et on le suit avec on peut avoir une précision diabolique. Si c'est par la méthode des transits, vous comprenez bien qu'on ne peut pas exclure qu'il y a des planètes qui ne sont pas dans la bonne géométrie. Mais pour la méthode des vitesses radiales, on ne peut pas non plus, par la méthode des vitesses radiales, voir des systèmes qui tourneraient dans le plan du ciel. C'est-à-dire que si le système a la mauvaise idée de tourner dans le plan du ciel, il n'a pas d'effet quasiment, sa projection sur la vitesse radiale. C'est l'effet radial, c'est pas l'effet. Donc, mais c'est très improbable. C'est très improbable qu'il soit comme ça.
Donc on peut mettre une probabilité de la non-existence d'une planète dans une certaine gamme de masse. Et bien sûr, pour les planètes les plus massives, c'est très facile de les exclure. Et puis quand on va vers les faibles masses, ça devient très difficile. Mais on peut commencer, oui, on peut commencer sur les étoiles les plus proches à dire, bon là, s'il y a quelque chose, c'est vraiment en dessous de telle masse et ou avec la mauvaise idée d'être quasiment sur le plan du ciel. D'accord. Et alors ma deuxième question, c'est en ce qui concerne les systèmes multiplanétaires, y en a-t-il suffisamment et en s'attendant suffisamment à leur sujet pour savoir s'ils vérifient ou non la fameuse loi de Bode qui lie sur la distance des planètes à leur étoile? Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs papiers qui ont été publiés là-dessus. J'ai l'impression que non, que cette loi n'est plus vérifiée si on fait la statistique. Alors, il y en a qui arrivent en rajoutant des facteurs d'échelle, en prenant en compte la masse de l'étoile, en éliminant des cas où, de façon évidente, il y a eu de la migration. Mais en fait, tous les systèmes planétaires ont subi de la migration. J'ai vu un exposé récemment là-dessus. J'ai l'impression qu'il n'y avait que l'intervenant qui y croyait et que l'ensemble de la salle ricanait un peu, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. À un moment donné, il y a eu des travaux théoriques, je me souviens de travaux de Bérengère Dubrul, qui montraient que quand on modélisait un disque, on pouvait s'attendre simplement, par simple mécanique des fluides, d'avoir des pics de densité, un petit peu comme les fonctions d'onde. Voilà. Alors ça, très bien, mais le problème, c'est que est-ce qu'on garde mémoire de ça? A priori, non, parce qu'ensuite, quand le système planétaire se forme, on sait maintenant, on le sait aussi par des simulations, que tout ça, ça bouge. Donc, si éventuellement il pourrait y avoir une structure un peu universelle dans un disque, une fois que le disque s'en va, les planètes sont soumises à leurs interactions entre elles et elles oublient un petit peu tout ça. Mais je ne suis pas du tout expert là-dessus. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une loi de Titius-Bode universelle.